en français. Alors, bienvenue tout le monde ici à Apprenons en français. Nous avons une nouvelle session. Nous allons discuter aujourd'hui de sciences, bien sûr. Et en passant, merci pour ceux qui ont laissé des messages pour me dire qu'ils espéraient que mon sous-sol aille mieux et ainsi que me donner des questions intéressantes pour le stream d'aujourd'hui. Alors, si on regarde ici un peu ce que nous avons, les questions que nous avons aujourd'hui se rapportent de chiffres alphabet. Il avait demandé pourquoi la planète Mars est-elle rouge. L'autre question que nous allons demander, c'est comment se forment les arcs-en-ciel. Une autre question qui m'est venue, c'est quelle est la différence entre les degrés Kelvin, les degrés Celsius et les degrés Fahrenheit. Donc ça, ce sont les questions que j'ai eues de l'audience. Bien sûr, durant le stream aujourd'hui, si vous avez la chance, vous pouvez mettre des questions dans le chat. Ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci. Donc, je peux mettre ici un bonjour à tous. Très bien, c'est toujours bien. J'avais pensé mettre un petit message de temps en temps. Je pense que c'est intéressant. Alors, voyons voir si on est pour commencer aujourd'hui. Je vais vous montrer deux petites photos. Vous allez voir, c'est intéressant. Donc, la première, c'est celle-ci. Oups, voyons voir. Voilà. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, si on regarde, ça, c'est le studio dans lequel je faisais les streams jusqu'à maintenant. Alors, le week-end passé, il y a eu de l'eau dans le sous-sol, donc j'ai sorti toutes mes choses. On peut voir la chaise ici, on peut voir mon tableau blanc. Donc, j'ai sorti des choses et on peut voir à la deuxième photo, oups, oui, celui-ci. Alors, on peut voir ici, après avoir enlevé les murs, et je l'ai fait le plus rapidement possible pour minimiser les présences de moisissures possibles. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire le stream. Je travaillais très fort sur ceci. Alors aujourd'hui, on fait le stream dans une autre place dans la maison et je vais voir comment est-ce qu'on va organiser le studio jusqu'à maintenant. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas le tableau blanc derrière. Donc, ce qu'on va utiliser aujourd'hui sera Google Canvas ici, dans lequel je pourrai mettre les notes. Comme ça, je pourrai parler, répondre à vos questions, faire des dessins et nous allons voir comment est-ce que ceci va aller. Donc, j'espère que vous avez passé une excellente journée jusqu'à maintenant et nous allons voir si on peut faire un peu de science ensemble. Alors, voyons voir. Nous avons ici chiffre alphabet qui est arrivé. Merci pour le message. J'apprécie très bien. Et j'ai eu ta question et nous allons répondre à ta question, bien sûr, aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux à venir voir mes vidéos. C'est toujours un plaisir de vous voir. Et je rappelle que tout au long du stream, ou si vous regardez le stream en rediffusion, je suis toujours content de recevoir vos commentaires. Si vous avez des questions, mettez-les dans la section messages ici, ou vous pouvez les mettre dans la section commentaires après la rediffusion. Ça me donne la chance d'interagir avec vous et d'avoir des questions pour vous pour la semaine suivante. Alors, voyons voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, la première question, on va aller avec la première question avec chiffre alphabet puisque on est ici. Donc, la question est la suivante. Nous avons, voyons voir comment ça va aller ici. J'ai la plume en noir. Donc, pourquoi la planète Mars est-elle rouge? C'est une excellente question. C'est une question de géologie et de chimie aujourd'hui. Alors, petite question. Juste pour vous faire réfléchir à ce que vous savez possiblement. Vous savez, lorsqu'on a des objets faits en métal, comme ceci. Donc, la plupart, lorsqu'on parle de métal dans notre société, que ce soit le fer, que ce soit certains aciers ou d'autres matériaux de construction. Ce qui est intéressant avec le fer, c'est que de temps en temps, et vous avez sûrement déjà vu cela, lorsqu'il y a de l'humidité, donc un peu d'humidité et un peu d'oxygène, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ce métal va rouiller. Donc, on a la rouille comme ceci. Et la rouille, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur orangée, donc
orangé à rouge, comme ceci, donc une couleur orangée à rouge. Alors, que se passe-t-il ici? Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons des atomes de fer qui, avec l'oxygène, vont créer de nouvelles substances. Donc, et je vais juste vérifier ici quelque chose. Alors, la rouille chimique. Lorsqu'on regarde la rouille, donc ici, je vais changer de couleur juste pour vous montrer. Donc ici, ce qui arrive, c'est que le fer et l'oxygène vont former une nouvelle substance. Donc le fer est un solide, l'oxygène est un gaz, et ils vont former un nouveau solide qui, celui-ci, sera orangé à rouge. Donc, je veux juste voir c'est la composition chimique que j'ai ici en présence de... Je veux savoir l'hématite. Je veux savoir la composition de l'hématite. L'hématite est une substance, c'est aussi un minéral. Ici, okay. Ça ne répond pas à ma question, mais moi, je vais vous montrer ce que je sais. Donc, lorsqu'on met ensemble le fer et l'oxygène, certaines choses vont arriver. Premièrement, le fer, en présence de l'oxygène, va faire des ions. Donc, il y a deux ions possibles qui vont être produits, et c'est le fer avec une charge positive 2 ou le fer positif 3. L'autre chose, c'est que lorsqu'on parle de l'oxygène et que l'oxygène devient un ion, et on a parlé d'ions dans le passé, et si vous voulez que j'explique comment les ions fonctionnent, mettez-le dans le chat et ça me fera plaisir de vous aider. Et je vais faire une petite leçon sur comment fonctionnent les ions en chimie. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que nous avons l'oxygène qui, si on a un atome d'oxygène, a une charge de -2. Donc, il arrive qu'il y ait de nouvelles substances. Donc, le fer ici peut aller avec ici le fer. Donc, on a un atome de fer et un atome d'oxygène. Mais on a aussi le fer 3+ qui va aller avec l'oxygène. Et ici, ce sera Fe. On aura 2 atomes de fer et 3 atomes d'oxygène. Pourquoi 2 atomes de fer ici et 3 d'oxygène? Regardons. Si nous avons 2 atomes de fer et que chacun de ces atomes a une charge de 3+, ça fait positif 6. Si nous avons 3 atomes d'oxygène qui ont une charge négative de 2, ça fait négatif 6. Donc ici, on a un composé qu'on appelle ionique, un composé ionique, comme ceci, qui est formé. Donc on a un métal et un non-métal qui forment de nouvelles substances. Et ces nouvelles substances, lorsqu'ils se stabilisent dépendant de la pression, de la température et de d'autres atomes disponibles, lorsqu'il y a une certaine stabilité, on se retrouve avec la rouille. C'est pour ça que si on a d'anciennes pièces d'équipement, ou quelquefois on trouve un objet en métal qui était resté dehors pendant longtemps ou enterré dans la terre, celle-ci, avec le temps, va changer de couleur et éventuellement va se désagréger complètement. Et la raison, c'est que le métal, le fer ici, qui constituait la structure, finit par changer de composition. Le fer est un métal qui peut être plié, qui a une force, tandis que lorsqu'on prend un oxyde de fer, les molécules qui sont ici, c'est beaucoup plus friable. Et donc, la structure perd de sa rigidité. C'est pour ça que lorsqu'une voiture ou un véhicule rouille trop, celui-ci finit par ne plus fonctionner ou être danger pour les conducteurs. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Donc ça, c'est une question de chimie. Maintenant, que se passe-t-il? Oh, est-ce que je... Voyons voir. J'avais oublié de mettre... Intéressant, j'avais oublié de mettre la petite... ma page ici avec les mots. Donc, je vais la répéter parce que ça va être plus facile. Donc, on a pourquoi la planète Mars est-elle rouge? La question de chimie, c'est que si on prend
le métal qui est le fer et l'oxygène, ceux-ci vont former des ions et vont former une nouvelle substance. Donc ici, FeO et Fe2O3. Maintenant, vous allez dire, oui, mais il y a de l'eau qui est ici. Donc, que se passe-t-il avec l'eau qui est là? L'eau, dans cette situation, c'est que dans cet événement, sur la planète Terre ici, il y en a, l'eau agit comme un catalyste. Donc, l'eau permet, alors l'humidité dans l'atmosphère et quelquefois lorsqu'on est dans des endroits où il y a beaucoup d'eau, l'eau agit comme un catalyste qui fait que ça accélère le processus de changement au fer jusqu'à la rouille. Donc, l'eau ne fait pas partie des composés initiales de fer et d'oxygène, ne fait pas partie des composés finaux qui est le fer et l'oxygène. Par contre, celui-ci est important pour accélérer la chose. S'il n'y avait pas d'eau, le processus peut arriver aussi, mais ça prendrait beaucoup, beaucoup plus de temps. Donc, j'essaie de trouver quelque chose d'intéressant lorsqu'on parle ici. Lorsqu'on parle de concept, voyons voir si je peux faire ceci. Je vais mettre un peu plus grand. Voilà. Donc, si on prend par exemple une pomme comme ceci et que nous coupons cette pomme. Donc, je vais la couper. Donc, ici, nous avons une pomme où nous avons une chair blanche. Celle-ci, alors ceci, c'est une pomme de type Macintosh. Lorsqu'on coupe la pomme, on a ici l'intérieur de la pomme qui entre en contact avec l'atmosphère et l'oxygène. Donc ici, je vais laisser cette pomme un petit peu à l'air. Donc je vais prendre pour voir qu'est-ce qui va arriver. Mais vous avez sûrement déjà remarqué qu'une pomme peut changer de couleur avec le temps. Donc je vais mettre un morceau de pomme à l'envers comme ceci pour voir si c'est protégé de l'atmosphère et un autre morceau comme ceci. Et nous allons regarder à ces morceaux dans quelques instants. Autres exemples que je voulais montrer. Donc, lorsque je faisais de la géologie, alors ici, j'ai un exemple. Alors ici, est-ce que ça va aller au focus? Voilà. Nous avons une roche ici. Lorsqu'on se promène, souvent, la roche est en contact avec la température, avec les changements d'humidité. Des fois, il pleut ou non. Donc, ce qui arrive, c'est que ces roches finissent par être altérées. Donc, on peut voir ici, on a une couleur qui est plutôt gris un peu. La raison pourquoi celle-ci est plutôt grise, c'est qu'il y a peu de fer à l'intérieur ici. Mais lorsqu'on est en géologie et qu'on brise la roche, on peut regarder, OK, voyons voir qu'est-ce que nous avons. Oups. Donc, on peut voir ici que ceci est une roche qui est altérée, qui est plutôt verte, mais on peut voir comment est-ce qu'avec le temps, la surface qui a été altérée, avec le temps, celle-ci, il y a une altération. Donc, la chimie change tranquillement. Voyons voir si... Donc, la chimie change tranquillement. Voilà. La chimie change tranquillement et il y a une altération. Donc, ici, on a des particules. Donc, il y a beaucoup de manganèse ici, peu de fer. Et lorsqu'il est en contact avec l'oxygène, ceci tourne plutôt au jaune. Donc, ça, c'est un exemple d'altération. Donc, ici, il y a une glaciation depuis, je ne sais pas, la dernière glaciation a fini il y a quelques dizaines de milliers d'années. Donc, ceci vient du nord du Canada et on peut voir qu'en 10 000 ans à peu près, il y a eu un début d'altération de quelques centimètres de la surface. Alors ça ici, c'est un peu la même chose. Ça, c'est lorsque je faisais de la géologie, on peut voir il y a un changement de couleur. La roche ici est plutôt brune, alors elle tourne au brun orange. Et la raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de fer dans cette roche. Et lorsqu'on le coupe, ça nous permet de voir en dessous. On peut voir que la roche ici est altérée par l'atmosphère et par l'eau. Et puis ici, à l'intérieur, on a des surfaces qui sont fraîches et il n'y a pas de problème. Je voulais juste voir si je peux approcher ça ici. Je ne sais pas si on peut voir. Ici, on peut voir qu'il y a, voyons voir, on peut voir il y a des morceaux jaunes qui sont juste ici. Voyons voir s'il y a un focus qui peut se faire. Ça, c'est un échantillon que j'ai trouvé lorsque je faisais de la prospection.
Il y a des petits morceaux d'or. Je pense que je devrais essayer de prendre une photo, ça serait plus facile. Donc ça ici, ce sont des petites pépites d'or à l'intérieur, ou des particules d'or à l'intérieur d'une veine de quartz, et dans lequel, euh, lorsque, euh, lorsqu'on extrait ceci, on peut sortir l'or pour, bien sûr, l'économie et les technologies. Maintenant, lorsqu'il y a oxydation, si on pense à notre planète Mars maintenant, pourquoi est-ce que la planète Mars est rouge? C'est parce qu'il y a beaucoup de fer dans les roches de surface et les sédiments qui ont été transportés par les vents. Donc, il y a eu beaucoup d'érosion de ce côté-là. Nous avons des missions d'exploration sur Mars pour essayer de trouver la présence d'eau. Mais qu'on ne sait pas s'il y a vraiment d'eau ou la quantité, et qu'on pense pas seulement à 10 000 ans, mais on pense à des millions d'années, on a eu le temps d'avoir des roches qui ont oxydé. Et cette oxydation a tourné les roches en couleur rougeâtre. Donc, alors la totalité de la surface de Mars, on pourrait dire, c'est comme une planète qui est rouillée. Pourquoi? Parce que le fer qui est à l'intérieur des roches ont eu une interaction avec le peu d'oxygène qu'il y avait, le peu d'atmosphère qu'il y avait. Et avec les millions d'années, on a des nouvelles couleurs. Mais je vais vous donner un autre exemple intéressant lorsqu'on parle d'oxydation. Lorsqu'on parle d'oxydation, donc ça ici, c'est un autre. Donc quand je voyage, souvent je n'achète pas des souvenirs au magasin, mais je vais ramasser une roche ou quelque chose qui est représentatif. Donc ça ici, c'est une roche qui est blanche. Et on peut voir que si on la casse, et on peut la casser, l'intérieur est beaucoup plus, c'est comme si elle était plus grisâtre. Ça ici, ça vient alors possiblement vous avez voyagé un peu si vous êtes peut-être en Amérique du Nord, peut-être en Europe aussi. Vous allez en Angleterre, il y a ces falaises blanches près de Dover, en Angleterre. En anglais, on les appelle des White Cliffs of Dover. Ce sont des grandes falaises, des roches qui sont blanches. Pourquoi est-ce qu'elles sont blanches? C'est que la roche qui était là, en contact avec l'oxygène et avec les milliers, les dizaines de milliers et les millions d'années, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une oxydation. Maintenant, au lieu d'avoir une oxydation qui tourne au rouge avec le fer, celle-ci tourne au blanc. Il faudrait que j'essaie de trouver quelle est la composition exacte, mais on dit qu'il y a beaucoup de craie, donc beaucoup de calcium qui est à l'intérieur ici. Donc, tiens, probablement que c'est ça. Oxygène et calcium font un matériel qui est plutôt blanc, un peu comme le ciment. Donc, c'est probablement ce qui arrive ici. Donc, ici, on a une oxydation et celle-ci, elle est blanche, contrairement à une roche sur Mars qui est tournée au rouge, ou un morceau de fer, un clou peut-être qui tourne au rouge. Et j'essaie de voir. Donc, tranquillement, ici, je peux vous montrer la pomme, comment elle est. Donc, on peut voir que la pomme, elle tourne un petit peu. Donc, il y a des petits points qui tournent au orange. Celle qui est de l'autre côté aussi. Donc, il semble que les deux, il y a de l'oxydation ici. Je vais vous montrer les changements lorsque on va terminer ce stream pour qu'on puisse voir les différences. Donc, ça, c'est la première question. C'est une excellente question et merci de votre patience parce que j'avais oublié de mettre la petite feuille ici. Comme ça, vous pouviez comprendre un petit peu plus facilement mes explications. Alors, voilà. N'oubliez pas que tout au long de mes explications, si vous avez des questions, vous les mettez dans la section clavardage. Ça me fera plaisir de répondre ou de clarifier si nécessaire. Alors voilà, c'est notre première question d'aujourd'hui. Je pense que c'est une excellente question de chiffre alphabet. Alors merci de ta question. Alors voyons voir maintenant. Nous allons aller nouveau dessin. Donc j'essaie ici ce format avec Google Canvas ou Google Canva avec un S pour voir si c'est une option intéressante. La seule difficulté, c'est que je ne peux pas mettre de photos ici. Donc, j'essaie de voir ce qu'il y en est. OK, donc voilà, ici, parfait. Alors, voyons voir quelle est l'autre question. Donc, l'autre question que j'ai vue, c'est, lorsqu'on mesure la température,
il y a différentes unités que l'on utilise. Donc, je vais écrire ça ici. Que se passe-t-il? Ceci, je vais mettre le crayon, la plume. Alors, oh voilà, intéressant, ça ne veut pas fonctionner. C'est excitant, nouveau dessin. Ah, voilà. Donc, prochaine question. Quelle est la différence ici entre, donc vous pouvez voir ça, entre Celsius, oh, on peut faire mieux que ça, j'en doute pas, entre Celsius, voilà, entre Kelvin comme ceci, et quelle est la différence entre, je vais ajouter un mot ici, les degrés Celsius, Kelvin et Fahrenheit. Fahrenheit. C'est une bonne question. Donc, lorsqu'on parle de science, on mesure les températures. Et lorsqu'on mesure la température, on veut avoir des unités qui, premièrement, sont faciles à utiliser. Deuxièmement, qui sont reconnues par la communauté. Parce que alors c'est comme un peu le langage, que l'on parle le français, l'anglais, l'espagnol ou le mandarin. L'idée, c'est si on a des locuteurs, des personnes qui peuvent parler, et des personnes qui peuvent entendre et comprendre le message par les sons, c'est fantastique. De la même chose lorsqu'on lit et on écrit. Je fais présentement une unité sur la littérature dans ma classe de français, et c'est pour ça que j'ai parlé toute la semaine de l'importance du langage. Mais lorsqu'on parle d'un langage, c'est l'idée qu'on veut un langage qui est accepté. Ça veut dire que si nous avons 5 dialectes, est-ce que qui peut-être ont de la difficulté à se communiquer, est-ce que l'on veut remplacer avec un dialecte ou une nouvelle langue, ou est-ce que l'on veut ajouter une langue où tout le monde peut parler cette 6e langue, mais peuvent garder leur identité culturelle? Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et je sais que l'Organisation internationale de la francophonie travaille très fort pour promouvoir le fait que le français est une langue possible de rassemblement, tout en conservant et en respectant les cultures autour du monde. Voilà. OK. Donc, expliquons un peu qu'est-ce qui se passe. Pour Celsius. Donc, ça fait longtemps que le Celsius est arrivé. J'ai fait une petite recherche. Il y a un monsieur, un Suédois, qui s'appelle Anders Celsius. Et ça fait très longtemps. Alors ça, c'est ici, c'est plus ou moins à 1720. Donc, 1720. Donc, il est né avant ça et il est décédé après. Donc, ça nous donne une idée. C'était un astronome. Il essayait de trouver une façon de pouvoir s'assurer qu'il y ait une certaine constante avec les températures. Donc ici, c'est un physicien aussi, il faisait des expérimentations et il a remarqué quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on prend par exemple de l'eau distillée, de l'eau distillée comme ceci, et que nous allons au niveau de la mer, comme ceci, voilà, ou des océans, il a remarqué que les températures étaient similaires, peu importe où il était sur la planète. Et ça, c'est intéressant, parce que on avait remarqué que si nous allons en montagne, on monte en altitude, il y avait des changements de température lorsque ceux-ci, par exemple, tournaient en glace ou lorsque ceux-ci allaient en ébullition. Alors, il a dit, voyons voir si on peut trouver une constante dans tout cela. Plusieurs personnes dans le temps qui vivaient près de la mer avaient utilisé l'eau salée. Et donc, il y a des personnes qui utilisaient l'eau salée pour essayer de comprendre comment est-ce que l'eau salée pouvait geler les températures et ainsi de suite. Alors, ici, M. Celsius a dit, OK, qu'est-ce que l'on peut faire ici? Il a remarqué que lorsqu'il prend de l'eau distillée, au niveau de la mer,
on a les températures. Moi, j'aime bien écrire les températures ici en Celsius. Les températures de fusion, comme ceci. Donc, lorsque la glace passe lorsque l'eau solide glace va au liquide, la température de fusion était toujours la même. J'ai trouvé ça intéressant. Et les températures d'ébullition, étaient aussi semblables. Donc, suite avec ces recherches, il a fait des recherches. Donc, il y a eu plein de choses, des hauts et des bas. On ne voulait pas avoir de nombres négatifs pour que ce soit facile. On voulait des nombres entiers. Les personnes ont regardé quelle sorte de nombre on pourrait utiliser, de moins l'infini à plus infini, et ils ont dit, OK, avec le temps, avec ce que M. Celsius avait fait, ils ont décidé des choses suivantes. Ils ont décidé que la température de fusion allait être 0 degré Celsius et que les températures d'ébullition allaient être 100 degrés Celsius. Donc, c'est ça qu'ils ont décidé de faire. Maintenant, lorsque M. Celsius a fait ses recherches, quelquefois, ils utilisaient les nombres inverses, mais ceux-ci ont été acceptés par la communauté scientifique maintenant. Alors, comment est-ce que l'on fait un thermomètre? On prend un tube comme ceci, comme cela. On trouve le moment où il y a une température de fusion à 0 degré et on dit que ceci est 0 degré Celsius. On prend l'eau d'ici, on le met à ébullition. Nous avons 100 degrés Celsius. Et qu'est-ce que l'on fait après? On prend on prend une machine et on dit, OK, entre les deux, c'est 50, ici, c'est 75, ici, c'est 25, et on divise en unités. Donc, chaque thermomètre peut avoir des petites différences. Mais avec la modernisation, si on a toujours les mêmes types de tubes, le même type de liquide à l'intérieur du thermomètre, c'est facile d'en faire rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu l'idée de Celsius et maintenant, c'est un peu ce qui est accepté par l'ensemble des scientifiques, surtout que ceci est le système métrique, comme cela. Le système métrique. Alors maintenant, ça, c'est intéressant parce qu'à partir de 0 et 100, donc ça, c'est avec l'eau, on a pu, bien sûr, continuer et dire ça, c'est 125 degrés et ça ici, c'est moins 25 degrés. Donc, on a utilisé les mêmes intervalles pour avoir les mêmes températures. Donc, ça, c'est Celsius. Maintenant, le prochain, ce sera des kelvins. Donc, ici, on a 0 degré Celsius et on a 100 degrés Celsius. Les kelvins maintenant. Donc, les kelvins, ça c'est un autre chercheur, je n'ai pas son nom en tête, mais ça, je pense que c'est M. Kelvin. Ce qui est intéressant, c'est que M. Kelvin a dit, OK, nous savons qu'il y a, par exemple, de la vapeur d'eau à 120 degrés, il y a de l'eau liquide à 32 degrés Celsius et il y a de la glace à moins 13 degrés Celsius. Mais lorsqu'on parle de théorie particulière, donc les atomes, la matière, on sait que les atomes sont en mouvement. OK. Alors, Kelvin a dit, qu'est-ce qui arrive? On a des atomes qui sont en mouvement. Plus on augmente les températures, plus qu'il y a une augmentation des mouvements. Et c'est pour ça, par exemple, que le fer, lorsqu'on met une température de plusieurs milliers de degrés, celui-ci va devenir du fer liquide. C'est parce que les atomes bougent tellement plus rapidement qu'ils ne sont plus ensemble, mais qu'ils sont beaucoup plus fluides. Donc, on a un liquide. Et si on augmente encore la température beaucoup plus, ces atomes peuvent devenir des gaz. Pourquoi? C'est que les atomes bougent tellement rapidement que ceux-ci ne sont plus attirés pour former un solide. De la même façon qu'on a de la vapeur d'eau à 120 degrés, lorsqu'on refroidit, ces atomes vont ralentir un peu, vont devenir liquides. Lorsqu'on va à moins 13 degrés, ceux-ci bougent moins, mais quand même vont bouger, mais vont former une structure assez bien. Donc, si on met de l'eau dans un congélateur, on a un solide. Maintenant, si on prend le temps d'organiser ces petits atomes ou ces petites molécules,
c'est possible de les placer de façon spécifique. C'est pour ça, par exemple, qu'un flocon de neige, avec sa structure spécifique avec l'eau, c'est que si on donne les particules d'eau qui, ensemble, sont liquides, mais si on peut les mettre ensemble de façon à ce qu'ils deviennent plus près, mais bouge quand même un petit peu, on a des flocons avec des patrons et des formes fantastiques. Maintenant, lorsqu'on a de la glace, les petits atomes bougent encore. Alors, qu'est-ce qui arrive si on baisse la température? Éventuellement, ces atomes vont bouger de moins en moins. Donc, Kelvin a dit, y a-t-il une température où les atomes arrêtent de bouger, où il n'y a plus d'énergie du tout à l'intérieur de ces atomes, donc il n'y a plus aucun mouvement. Donc, ceci est une notion assez récente parce qu'on avait besoin de la technologie pour le faire. Donc, M. Kelvin a dit, OK, voyons voir si on peut baisser la température. Et il a baissé la température à moins 100. Il avait remarqué qu'il y avait quand même une certaine énergie dans les solides. Il a baissé ici à moins 200. Voyons voir. Oh, j'ai une difficulté de centaines ici. C'est toujours intéressant quand on a un petit blocage ici. Voilà, OK. La première idée, elle était bonne. Donc, il a descendu ici à moins 200 degrés. Il a remarqué que des particules avaient encore de l'énergie. Vous allez dire, mais comment est-ce qu'on peut voir cela? C'est qu'il a remarqué que si nous prenons un gaz comme l'hélium, l'hélium est toujours un gaz à moins 200 degrés. Alors, si nous avons un gaz qui est encore un gaz, on essaie de voir est-ce que c'est possible d'avoir de l'hélium liquide. Et il a continué à descendre la température. Il est arrivé à peu près à moins 269 degrés Celsius. Et ici, l'hélium est devenu liquide. Donc, il a dit, OK, c'est fantastique. Ça veut dire que, alors, tout était solide. On arrive ici avec l'hélium. On se rappelle que l'hélium est un atome, un gaz stable. Alors, il a dit, OK, on a un liquide maintenant. Est-ce qu'on peut encore baisser la température encore plus pour essayer de voir ce qui se passe? Et il a remarqué que, alors, je vais arrondir ici, alors à moins 273 degrés Celsius, on s'est retrouvé, alors, lorsqu'il a fait son graphique, alors c'est une extrapolation. En passant, l'année passée, on a fait on a précisé qu'est-ce que c'était la température ici de Kelvin. Alors, ce qu'il avait fait, il avait fait un graphique comme ceci. Et qu'est-ce qu'il avait fait, c'est que, alors, il a fait ses expériences en baissant de température. Donc, ça ici, c'est température en Celsius. Et lorsqu'il a fait ses expériences, et ça fait longtemps que je n'ai pas étudié ça, il a vu qu'il y avait un point d'intersection ici, où la température, je pense que ça ici, je vais dire énergie, ça peut être aussi entropie pour ceux qui sont des chimistes. Il a remarqué qu'ici, il y avait un point d'intersection. Donc, il pouvait faire ses expériences très, très près, mais il ne réussissait pas à aller à exactement où l'hélium était solide. Il a remarqué que par extrapolation, je dois vous montrer celle-ci. Ah oui, vous le voyez. Lorsqu'on fait des extrapolations, on se retrouvait avec moins 273 degrés. Donc ça, c'était son extrapolation à M. Kelvin. Les scientifiques, maintenant, au 21e siècle, font des expériences pour trouver la valeur exacte ici. Ça veut dire que ici, ça serait, ou c'est la température où il n'y a plus de mouvement des particules. Toutes les particules sont arrêtées. Il n'y a plus d'énergie contenue dans les électrons, dans le noyau, et ainsi de suite. Alors, M. Kelvin a dit, OK, si ça c'est le cas, M. Kelvin a dit, si je vais changer de couleur, que moins 273 degrés Celsius ici serait 0 degré Kelvin. Certaines personnes vont dire que c'est la même chose que le zéro absolu. Alors, avoir un zéro absolu, c'est rien ne se passe à 0 Kelvin. Alors, M. Kelvin dit ça, c'est
pour, lorsqu'on parle de physique et de chimie, ce sera la base. Mais puisque les Celsius sont encore utiles ici et que c'est à la base du système métrique, il a dit, OK, si on a 0 degré Kelvin ici, ça veut dire que ici, lorsque la glace va devenir de l'eau, ce sera 273 degrés Kelvin, comme cela. Donc, au lieu d'avoir 0 et moins 0 degrés Celsius et moins 273 degrés Celsius, nous avons 0 Kelvin et 273 degrés Kelvin pour la température de fusion de l'eau comme cela, voilà. Et lorsqu'on arrive ici, nous avons 373 degrés Kelvin, et ça ici, c'est la vaporisation. Vaporisation, c'est lorsque l'eau va passer de liquide à vapeur. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, le Kelvin et le Celsius sont reliés de façon très spécifique. C'est ce que les scientifiques utilisent maintenant dans les laboratoires. C'est comme ça qu'ils peuvent se communiquer entre différentes personnes. Ça se nous mène maintenant, OK, ça c'est les Celsius et les Kelvin, mais maintenant, le Fahrenheit. Qu'est-ce que l'on peut dire de celui-ci? Le Fahrenheit, comme ceci. Alors moi, lorsque je pense au Fahrenheit, je pense beaucoup à l'Angleterre et anciennement les pays du Commonwealth. Alors, je vais me demander où est utilisé le Fahrenheit. Juste pour voir, je suis un peu curieux. Les chiffres Fahrenheit utilisés aujourd'hui à certains pays. On a les États-Unis, Belize, l'île du Caïman, Libéria. Donc, quel est aux États-Unis? Voilà, je l'ai mentionné. Donc, seulement peu de pays les utilisent. Maintenant, mes parents utilisent encore le Fahrenheit. Donc, le système métrique est arrivé dans les années 70, 60, 70, 80, donc dans le 20e siècle. Mais le Fahrenheit est très culturel aux États-Unis, donc on garde le Fahrenheit. La question, c'est comment est-ce qu'ils ont obtenu cette façon de faire? Donc ça ici, c'est culturellement utilisé. Voyons voir. Donc par exemple, notre température du corps, donc le corps ici, est à peu près, donc plus ou moins 97 degrés Celsius. Oh, ça c'est, excusez-moi. 97 ou 98 degrés Fahrenheit. Et si vous avez en Celsius, c'est plus ou moins 37 degrés Celsius. Donc, nous avons parlé de Celsius, nous savons un peu ce qui se passe. Monsieur Fahrenheit, lui, lorsqu'il a fait son échelle, il a fait son échelle d'une façon intéressante. Voyons voir, j'ai pris quelques notes ici. OK. Donc, lorsqu'il a fait sa recherche, il a essayé d'utiliser des nombres et des situations intéressantes. Il a utilisé des données que nous savions. Il utilisait de l'eau salée parce qu'il se trouvait près de l'océan, tandis que M. Celsius utilisait de l'eau distillée. Il a passé la température du corps, comme ceci. Ça, c'était l'autre. Et il y avait une autre aussi notion qu'il utilisait, et j'oublie ça pour l'instant. Mais ce qui était intéressant, c'est que lui, il a dit que l'eau qui était salée, qui contenait ce sel, et il utilisait aussi une autre substance, il a remarqué que ça gelait ici, et il a donné que ça gelait à 0 degré Fahrenheit. Maintenant, de l'eau salée ou de l'eau qui contient une autre substance ne gèlera pas à 0 degré Celsius, mais dans des températures négatives. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec son travail, il s'est retrouvé à dire, OK, à 0 Fahrenheit, il y a l'eau qui est gelée, de l'eau d'océan qui est solide, qui devient liquide à 0 degré Fahrenheit.
Lorsqu'il a continué sa recherche, il paraît qu'il aurait donné 32 degrés Fahrenheit ici pour, pour la fusion de la glace à l'eau. Alors ça ici, c'est de l'eau distillée, comme ceci. Donc ça ferait sûrement partie de l'histoire des sciences. Et lorsque je regarde ici, c'est qu'il a dit que lorsqu'on augmente 180 degrés, on obtient 212 degrés Fahrenheit. Et ça, ici, c'est l'eau. De l'eau qui passe de l'eau liquide à vapeur. Comme cela. Donc, nous, c'est de 0 degrés Celsius à 100 degrés Celsius. Lui, c'est de 32 degrés Fahrenheit à 212 degrés Fahrenheit. Maintenant, M. Fahrenheit était un physicien. Donc, il se peut qu'avec la physique, j'essaie de voir d'où vient cette idée de 180 degrés. Ça vient peut-être d'une idée mathématique, peut-être. Des degrés, par exemple. Lorsqu'on pense à notre Terre, on a divisé notre Terre avec différents degrés, les latitudes et les longitudes. Lorsqu'on pense à un cercle qui a 360 degrés, donc il est possible que ce 180 vient de cela. Mais j'ai besoin de faire plus de recherches pour faire ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lui a pris ces données, en a fait lui aussi un thermomètre, et donc, si on va aux États-Unis et que l'eau va geler, il gèle à 32 degrés Fahrenheit. Et lorsque l'eau bout, c'est 212 Fahrenheit. Mais les scientifiques internationaux utilisent le système métrique parce que c'est ce qui est accepté internationalement et c'est beaucoup plus facile. Donc, c'est un peu la différence ici. C'est une excellente question. J'ai dû faire un peu de recherche rapidement pour voir d'où venait cette idée. Alors, je savais que c'était 32 degrés Fahrenheit pour l'eau qui passe de solide à liquide. Mais je ne savais pas qu'à 0 degré Fahrenheit, c'était cette solution que M. Fahrenheit utilisait et qu'il y avait 180 degrés entre l'eau qui fond, entre la glace qui fond et l'eau qui bout. Donc, j'espère que vous trouvez ça intéressant. Ça, c'est notre deuxième question d'aujourd'hui et je trouvais que c'était intéressant. Très bien. Alors, voyons voir. Nous avons vu nos deux questions jusqu'à maintenant. N'oubliez pas, si vous venez de vous joindre à nous, c'est un stream qui répond à vos questions à caractère scientifique. Alors, j'ai mis, si vous avez des questions spécifiques, vous les mettez dans la section clavardage, ici sur le côté. Les questions que je réponds, ce sont des questions qui ont été posées par notre communauté dans les commentaires de la semaine passée. Et donc, je suis content de répondre à ceux-ci. Très bien. 10h43, ça va vite. Très bien. Voyons voir notre prochaine question maintenant. Et celui-ci va demander que je fasse quelques dessins. Et c'est toujours intéressant. Alors, voyons voir si on peut faire... alors, ici, la question est la suivante. Comment se forment les arcs-en-ciel? Donc, comment se forment comme ceci les arcs-en-ciel? Ici. C'est une excellente question. Alors, ce que je vais faire, c'est intéressant parce que ça suit un peu ce que nous avons fait un peu dans le passé sur la lumière. Donc, on a parlé de la réfraction de lumière et de la réflexion de lumière. Donc, ici, je vais faire une petite parenthèse pour réexpliquer la réfraction et après ça, nous allons continuer avec l'explication des arcs-en-ciel. Donc, première chose utile à penser. Voyons voir. Si nous avons... Comment ça, ça ne veut pas aller? Non, c'est fâché. OK, comment... Intéressant. Si je fais ceci, voilà. Si nous faisons, par exemple, ici, un miroir, comme cela, nous avons vu dans le passé qu'une surface a une normale, comme cela, et que si nous avons un rayon de lumière qui arrive sur ce point-ci, il y a un angle incident de lumière
et la lumière sera réfléchie comme ceci. Et chose intéressante, cet angle d'incidence ici et cet angle de réflexion, donc l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si nous avons, et je vais faire, si nous avons ici un bloc de verre, comme ceci, alors du verre comme ceci, nous avons de l'air, donc vous pouvez voir ces dessins, c'est très bien, et que nous avons un point spécifique, nous avons encore les normales, comme cela. Prenons notre rayon mauve, très bien. Lorsqu'on a un rayon de lumière qui est incident, comme ceci, et que nous avons un rayon de lumière qui va dans le verre ou dans un milieu qui est différent, la lumière va changer de vitesse. Et en changeant de vitesse, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un changement de direction du rayon de lumière. Donc ici, lorsqu'on passe de l'air au verre, alors pensez lorsqu'on met nos yeux dans l'eau, dans la piscine, on sait qu'on ne voit pas très très bien parce que la lumière qui arrive dans l'eau voyage différemment et les particules d'eau font que les rayons bougent. Donc lorsque le rayon passe de l'air au verre, on voit, il va changer de direction. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va se rapprocher de cette normale ici. Donc ici, j'ai un angle de réfraction. Donc lorsqu'on passe de l'air au verre, le rayon ralentit. Nous avons donc un angle d'incidence qui est plus grand que l'angle de réfraction. Donc j'ai d'autres vidéos sur ma chaîne et peut-être que je vais essayer de mettre ici en haut ou là dans la vidéo, je vais essayer de mettre, je pense qu'on peut mettre des petites cartes avec des exemples. Ça serait intéressant. Je vais voir si je peux apprendre à faire cela. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ce rayon a changé de direction, arrive ici. Nous avons encore notre normale, comme cela. Et maintenant, nous avons un nouvel angle d'incidence parce que le rayon arrive ici. Et puisqu'il passe du verre et retourne à l'air, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il n'y a rien qui entre dans le chemin du rayon de lumière. Donc, celui-ci va reprendre sa vitesse et donc accélérer de nouveau. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y aura le rayon qui va s'éloigner de la normale. Et chose intéressante, si on est pour prendre le rayon qui est ici et on était pour le continuer, on verrait bien que le rayon ici et le rayon qui est de l'autre côté sont parallèles. Donc, il y a ici des changements de direction de la lumière. Le premier, donc juste pour parler des mots, ça c'est la réflexion et ça ici c'est la réfraction, comme cela. OK, donc ça c'est la première chose à penser. Maintenant, chose intéressante, c'est que qu'est-ce qui arrive si on pense à des arcs-en-ciel? Nous pensons à deux choses. Pour avoir un arc-en-ciel, nous avons besoin de l'eau, qui est de la pluie, et nous avons besoin du soleil. Maintenant, le soleil a une lumière qu'on pourrait dire qui est comme blanche, et si nous passons la lumière blanche à travers un prisme, nous savons que ici, la lumière blanche est faite de lumière rouge comme ceci, qui va au jaune comme cela, qui va aller au vert, vert comme ceci. Alors, c'est intéressant, on a les couleurs ici qui suivent les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, la lumière blanche, c'est des longueurs d'onde de plusieurs couleurs ensemble. Lorsqu'ils sont ensemble, ils sont blanches. Mais lorsqu'on passe à travers d'un prisme, ceux-ci se divisent en couleurs spécifiques. Donc, ça, c'est la première chose à considérer. Si nous avons une sphère comme cela, très bien, et que nous avons un rayon de lumière, voyons voir, j'ai besoin juste d'un petit guide pour
m'aider ici. Donc, lorsqu'on a ici un rayon de lumière qui arrive à cet endroit, ce qui arrive, c'est que la couleur entre dans une goutte d'eau. Donc, on va dire que ça, c'est de l'eau ici. Parfait. Ça, c'est la lumière. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en passant de l'air, de l'atmosphère à l'eau qui est dans cette boule d'eau, ce qui va arriver, c'est que la lumière, les différentes couleurs voyagent à différentes vitesses. Donc, ça, c'est intéressant et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une dispersion de la couleur. Pour ceux qui sont photographes, vous pouvez voir des fois que les meilleures photos, c'est toujours lorsqu'on est centré dans le centre et quelquefois, les couleurs ont plus de difficultés dans les coins parce que plus on s'éloigne du centre, plus ça devient un peu plus difficile. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a des changements de direction. Donc, on a ici la lumière rouge qui va aller comme ceci. Mais puisque les lumières vont à différentes vitesses, par exemple, le vert va changer de vitesse comme ceci. Et le mauve aura un changement de vitesse qui sera comme cela. Donc, il y a une dispersion de la lumière. Mais chose intéressante, c'est que si on regarde ici, il y a une, et je vais écrire le mot, il y a une réfraction. Mais lorsqu'on est ici à l'intérieur de la goutte, on se retrouve avec une situation où il y a de la réflexion. Donc, à l'intérieur, on a une réflexion de lumière qui sera comme ceci. Et mon dessin n'est pas à l'échelle et je vais voir si je peux faire un autre dessin dans un instant qui va peut-être être meilleur. Oups. On a ici le vert qui va aussi avoir une réflexion et il y aura le mauve qui aura aussi une réflexion. Donc, on peut voir qu'il y a, à ce moment-là, le rayon semble se distancer comme cela. Et en plus de cela, lorsqu'on va sortir ici, il va y avoir une deuxième réfraction, comme ceci, et si nous avions une réflexion. Donc, qu'est-ce qui arrive? On a une lumière blanche où toutes les longueurs d'onde des lumières de différentes couleurs sont ensemble, ça fait une lumière blanche. Lorsque elle rentre dans l'eau, il commence à se diviser. Et lorsque ça va ressortir de la goutte d'eau, ça va être encore plus divisé. Alors, on peut penser déjà, OK, voici un peu comment la couleur blanche du soleil devient de la couleur colorée. Donc, ça, c'est la première chose. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut se retrouver avec un arc-en-ciel? Donc, moi, j'ai besoin de faire un autre dessin et celui-ci aura besoin d'un peu plus de réflexion. Donc, moi, je vais dire, alors ici, j'ai une personne qui sera là, qui va voir notre arc-en-ciel. Nous allons avoir notre soleil qui est ici, parce qu'on a besoin d'une source de lumière. Je vais dire que les gouttes d'eau vont être bleues. Donc, alors ici, je vais mettre une goutte ici et une goutte là. N'oubliez pas que la pluie tombe comme cela. Donc, puisque la pluie tombe, ça veut dire qu'il y a cette dimension de hauteur qui est possible. Alors, qu'est-ce qu'on arrive? C'est que, voilà, on a un rayon de lumière qui arrive ici et on a un rayon de lumière qui arrive comme cela. Donc, les rayons de lumière arrivent à différents endroits ici de la goutte d'eau et c'est deux gouttes d'eau différentes. N'oubliez pas qu'on a on a une quantité presque illimitée de gouttes d'eau qui tombent. Donc, on a un soleil qui arrive sur ce mur de gouttes d'eau. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Comme mon dessin l'a mentionné tout à l'heure, voyons voir. Alors, l'idée, c'est que nous avons, OK, alors ici, ça va diviser le rouge. Le rouge va venir comme ceci. Voilà. Et on a le rouge qui va arriver vers, oups, mon dessin a de la difficulté. Mon petit tableau me manque un petit peu. Parfait. Donc, on a ça ici.
Et voyons voir le rayon mauve que nous avions tout à l'heure. On a ici, crayon mauve. Oh, c'est là qu'on peut voir que mon idée ne fonctionne pas très bien. On a ici une dispersion. On se retrouve ici. Et on a une lumière mauve qui vient là. OK, comme mon dessin qu'on avait tout à l'heure. Lorsqu'on a l'autre dessin, on a des rayons rouges. On a le rayon qui arrive ici. On a ici une réfraction. On a ici une réflexion. Et on a le rayon rouge qui va descendre comme ceci. Très bien. Et on a notre rayon mauve qui va comme ceci, qui va changer de direction et qui va venir ici et qui va venir là. OK. La raison pourquoi que je voulais faire deux gouttes comme ceci, c'est qu'il faut regarder que nous voyons un arc-en-ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'arc-en-ciel? C'est que les gouttes qui sont les gouttes en altitude ont le même principe. Donc, les rayons violets sont en haut, rouge vers le bas. Ici, pour la goutte qui est en moins haute altitude, même principe, le rayon rouge vers le bas, le rayon mauve vers le haut. Mais puisque ici, nous avons nos deux yeux, les rayons que nous voyons, c'est les rayons qui arrivent à ce point-ci spécifiquement. Donc, si on a une personne qui est à un endroit et une autre qui est à 8 mètres plus loin, on voit une différente perspective de la réfraction et de la réflexion de lumière. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on regarde ceci, on a l'impression de voir que les rayons qui sont mauves sont vers comme ceci, vers le bas, et que les rayons qui sont rouges, les couleurs rouges, sont vers le haut comme cela. Donc, nous voyons un arc-en-ciel comme ceci. Mettons du vert dans le milieu, comme cela. Donc, la raison pourquoi on veut un arc-en-ciel, c'est le fait qu'il y a une lumière blanche, il y a de la réflexion et des réfractions de lumière dans les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau sont en deux dimensions parce qu'on fait face à ce mur de gouttelettes de pluie qui tombent. On a toujours le même principe de réfraction et réflexion dans chacune des gouttes. Donc, si on regarde ici, c'est le même principe. Mais à cause de l'altitude, on peut voir qu'à un endroit donné, on peut seulement voir ici un rayon rouge vers le haut et les rayons violets vers le bas. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde un arc-en-ciel, je vais remettre les couleurs ici, c'est une bonne idée. Les couleurs mauves sont vers le bas et les couleurs rouges sont vers le haut. Donc, les couleurs rouges viennent des gouttelettes d'eau qui sont plus hautes et plus on descend, on a les couleurs mauves comme ceci. Donc, ça, c'est comme ça qu'un arc-en-ciel fonctionne. Maintenant, vous allez dire, OK, est-ce qu'il y a, donc il y a toujours ces histoires et ces légendes que dans le bas d'un arc-en-ciel ici, il y a de l'or qui se retrouve ici. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs années, j'étais dans une voiture et j'étais sur la route et j'ai passé dans le pied d'un arc-en-ciel. Comment est-ce que je savais que j'étais dans le pied d'un arc-en-ciel? C'est qu'il y avait le soleil et je suis arrivé dans un endroit où la pluie tombait. Mais chose intéressante, c'est que la façon que les gouttelettes d'eau étaient et la façon que les rayons du soleil étaient, c'est comme si moi j'étais à l'intérieur des gouttelettes dont les rayons j'étais exactement à la place où il y avait de la réfraction et de la réflexion. Mais chose intéressante, je ne voyais aucune couleur sauf la couleur qui était jaune, alors blanche à jaune. C'est comme si c'était des petites particules, c'est comme s'il y avait des millions comment on appelle ça? Lucioles. C'est comme s'il y avait des millions de lucioles qui étaient autour de moi, qui scintillaient. Et qu'est-ce qui arrivait? C'est que c'est comme si c'était de l'or qui brillait au soleil. Pourquoi c'était comme ceci? C'est que les gouttelettes étaient tout près de moi. Les rayons de soleil arrivaient sur les gouttelettes. Donc, au lieu de voir les rayons qui viennent à une distance, la réfraction et la réflexion se faisaient à l'intérieur de quelques mètres. Et donc, les couleurs n'avaient pas la chance de faire leur travail de réfraction et de réflexion. Et donc, c'est comme si j'obtenais la couleur
du soleil avec un petit changement et c'était très, très jaune. Donc, c'était intéressant et c'est un peu pourquoi je pense que la légende de trouver de l'or dans le pied des arcs-en-ciel est arrivée avec le temps, bien sûr. Donc, ça, c'est notre troisième question sur comment se forment les arcs-en-ciel. Voilà. Donc, c'est bien. Il est déjà 11 heures, donc on arrive exactement à la fin de notre stream. Voyons voir, il n'y a pas de questions ici dans la section clavardage. N'oubliez pas, ne soyez pas gênés. Prenez le temps de mettre des questions lorsqu'on fait le stream. Pour ceux qui regardent ce stream en rediffusion, n'oubliez pas, vous pouvez mettre des commentaires dans le bas ici du vidéo sur YouTube. Je regarde toujours les commentaires afin de me donner de l'inspiration pour quelques questions. Et donc, c'est fantastique. La semaine prochaine, j'aimerais pouvoir regarder quelques photos de l'environnement automnal ici près d'où je vis. Donc, je prends des photos et nous allons regarder ça, d'autres arbres qui changent de couleur avec le changement des saisons. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. On est le samedi. Prenez le temps d'aller à l'extérieur si vous avez la chance. Ici, il fait soleil. Moi, je vais aller prendre quelques photos cet après-midi. Alors, bonne journée tout le monde. Ça m'a fait plaisir de vous voir, comme d'habitude, et je suis content d'être de retour. Alors, au revoir. Au revoir.